Et ça sent la fin ce soir. J'étais hors cadre. Collons-nous, Mickaël. Dernier face à la rédac, c'est l'heure de faire un bilan de l'actualité de cette année. Ouais. Et de quoi mieux que d'inviter des invités médias ce soir. Eh ben oui, c'est ça. Alors, on n'a qu'un seul ce soir. On n'a qu'un seul parce que les autres se sont perdus entre je sais pas, Le Mans et Saint-Calais. C'est ça. Alexandre Chassignon. Il y en a un qui me répond je cours, donc peut-être en cours de route ça va arriver. France Bleu Maine, on va parler donc de cette actualité. Un premier mot pour commencer, votre actualité. Votre année d'actualité, c'est quoi que vous retenez cette année? Le sujet qui nous a quand même occupé toute l'année, qui a été récurrent, qui a évolué en cours d'année, c'est celui des nuisances de la LGV. Ça fait 1 an que cette ligne à grande vitesse entre Connerré et Rennes a ouvert. Et on s'est aperçu progressivement que, ben oui, des trains qui roulent à 320 km/h, parfois à quelques centaines de mètres des maisons, effectivement, ça fait du bruit, ça fait beaucoup de bruit jusque dans les maisons. Les riverains se sont organisés, ça a pris du temps. Maintenant, il y a beaucoup d'associations. La Sarthe est un des départements, enfin le département le plus traversé en kilométrage et l'un de ceux où il y a le plus de communes, donc d'habitants touchés. Il y a eu des recours, il y a eu des mesures, bref, ça nous a vraiment beaucoup occupés. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, au-delà de cette LGV, qu'il y a quelques semaines, toute l'actualité s'est concentrée on a eu des moments très particuliers, hein, juste un peu avant la semaine des 24 heures. Hein, c'est ça, on a eu un mois de juin avec les 24 heures, ça c'était prévu. La mort de Jean-Claude Boulard, hein, le maire du Mans. Ouais. Le titre du MSB dans la catégorie des bonnes nouvelles, la montée du Mans FC, c'était un petit peu avant. Ouais. Mais c'est vrai que et les inondations par-dessus. Et les inondations, c'était fait divers aussi. J'en oublie, mais effectivement des inondations dramatiques, même si ça n'a été que matériel ici. C'est vrai que ce mois de juin, fin d'année, fin de saison pour nous, a été très, très dur. En fait. Intéressant à traiter, mais compliqué. Intéressant, mais dense, on va dire. Ouais, c'est ça. Il faut le dire, hein, aux gens, on n'est pas des grandes rédactions tous. Il y a des grandes rédactions, mais tout le monde n'a pas 300 journalistes à disposition pour couvrir. On est 8 en comptant tout le monde, voilà. Un petit peu moins. Voilà, c'est ça. Donc ces oui, on n'a pas chômé. Mais... Nous non plus. Eh ben, si on revenait un peu à tout ça, j'aimerais bien qu'on reste autour du train d'abord. Il y a les nuances de la LGV. Il y a la ligne Caen, Le Mans-Tours qui fait toujours actualité. Il y a des guichets qui ferment plus ou moins. Un peu partout, dans des petites gares ou des moins. On a l'impression que la Ferté-Bernard est concernée. Exactement. Dans cette période où on a tendance à opposer ville, campagne, France d'en haut, France d'en bas, la direction, le gouvernement à Paris et les territoires, enfin on entend beaucoup ce message politique en ce moment. On a l'impression que c'est sur le train que ce message peut s'appuyer tellement il y a une réalité pour le coup, au-delà du message politique. Ville-campagne ou Paris-Province, parce que le TGV, on commence à avoir là des premiers chiffres sur la fréquentation de cette nouvelle LGV qui effectivement augmente les flux vers Paris et de Paris, entre Paris et la province. C'est différent du Caen Le Mans-Tours qui lui est une liaison province qui permet justement d'éviter Paris, et on voit que ça n'a pas forcément tout à fait exactement la même oreille des décideurs, des financeurs parisiens qui a des députés, des élus locaux qui saisissent le problème, qui posent des questions, qui essayent de faire avancer, des responsables politiques aussi à Nantes qui eux disent que c'est une priorité pour la région, qui disent qu'ils sont prêts à mettre de l'argent parce que de toute façon il faut du financement pour garantir un avenir à cette ligne, mais les responsabilités sont plus diluées, il y a plein d'intervenants. Et du coup, personne ne peut dire, il n'y a pas le pouvoir central qui peut dire « oui, on va le faire ». Donc c'est plus compliqué, donc on ne sait pas si ça va effectivement permettre à cette ligne de survivre ou pas. Est-ce qu'il laisse donc les riverains d'un côté, si on parle LGV, ou là les usagers un peu seuls face à leurs problématiques? C'est un peu le sentiment qu'on a. Il y a un peu des deux, parce que justement c'est l'un des problèmes avec cette LGV, c'est qu'il y a aussi plein d'interlocuteurs. Il y a donc la SNCF normale, ce sont ces trains, pas seulement ces trains, parce qu'il y a aussi les filiales de la SNCF Ouigo, mais la particularité de cette ligne, c'est qu'elle a été construite en partenariat public-privé. Donc le constructeur, l'exploitant, celui qui entretient aussi cette ligne, c'est le groupe Eiffage qui dit donc bah oui, mais certes c'est notre ligne, mais du coup ce ne sont pas vraiment nos trains. Donc pour les mesures, allez voir plutôt Réseau Ferré de France. Et du coup l'État, à travers ici la préfecture, dit bah oui, nous on peut éventuellement faire des mesures, mais de toute façon pour les trains, vous voyez la SNCF, pour la ligne, vous voyez Eiffage. Donc les riverains ont presque en fait trop d'interlocuteurs ou pas assez d'interlocuteurs en responsabilité. En tout cas, ils se sentent seuls. Et on a déjà l'impression que ce sera aussi un des sujets de la rentrée
de septembre 2018. Encore. C'est tout à fait possible. Après, il faut voir aussi si le mouvement des riverains, après s'être structuré en association, il va tenir, il va quelque part survivre aux désillusions qui sont déjà le cas, puisque malgré les mesures, malgré le bruit qui persiste, il n'y a pas vraiment de signaux positifs en face de réponse, et ça peut engendrer du découragement. Ils annonçaient d'ailleurs sur ce plateau qu'ils allaient saisir la justice à plusieurs niveaux. On verra ce que ça donne. Aubery nous a rejoint. Bonjour Aubery. Bonsoir, je suis désolée. Tout va bien. Alors nous sommes donc en 2018. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette année? On débriefait avec Alexandre. Ce qui a marqué son travail de journaliste, voilà, c'était beaucoup la LGV qui a été comme qui a marqué ponctuellement et régulièrement l'année d'actualité. Moi, je pense que c'est l'accueil des migrants. Alors, au-delà de ce que ça peut impliquer pour une radio chrétienne comme la mienne, c'est là aussi des sujets qui reviennent assez régulièrement avec des préjugés qui, en tout cas dans ma position de journaliste, j'ai l'impression qu'il faut sans arrêt déconstruire. Il faut montrer aux gens qu'il y a des vrais humains derrière, qu'il y a des vraies histoires, qu'il y a aussi des associations qui se mobilisent. Et en plus des associations, il y a aussi Monsieur et Madame Tout le Monde. On avait notamment interviewé une dame qui prête son appartement à une famille de Syriens qui est arrivée et qui est logée par une paroisse du Mans. Et tout ça, c'est aussi chacun peut faire quelque chose pour améliorer le monde à son niveau. Pour vous, ça a été un travail de journalisme, un peu presque d'implication là. Ben, je pense qu'un petit peu le journalisme, c'est aussi un acte militant, entre guillemets. En tout cas, on choisit de quoi on va parler. Vous le savez, vous aussi, Alexandre le sait. Quand on donne la parole aux gens qui sont impactés par la LGV, c'est comme quand on donne la parole finalement aux gens qui sont impactés par le regard qu'on peut tous porter, tout à chacun, sur tous ces préjugés, encore une fois, qui peuvent demeurer. Et ça aussi, je trouve que c'est des sujets qui se passent loin, on dirait. On a l'impression que les bateaux qui sont bloqués en Méditerranée, c'est loin et c'est pas dans notre quotidien. Mais en fait, ça touche aussi des gens qui sont au coin de notre rue. Oui, parce que vous avez récupéré des témoignages de gens qui aidaient, hein, c'est ça? Exactement, qui aident toujours d'ailleurs les personnes, des migrants. Alors des migrants qui ont déjà leurs papiers et qui sont dans une situation où ils se régularisent, des personnes qui aident ces migrants à apprendre le français, des personnes qui leur donnent des vêtements. Enfin, ça peut vraiment aller sur toute une gamme de choses à faire pour les aider. Et si vous n'aviez pas été dans une radio chrétienne, parce qu'il y a aussi cette solidarité qui s'exprime auprès des chrétiens migrants. Est-ce que vous auriez parlé autant de ce sujet ou de la même manière? J'aurais aimé. Alors après, est-ce que j'aurais eu de l'espace pour le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. C'est une question, vous, que vous avez abordée régulièrement, la question des migrants, vue de Sarthe sur votre radio. C'est également l'aspect local et l'aspect de l'intégration qu'on aborde assez régulièrement. Encore hier soir, j'étais à une remise de diplôme de parents d'élèves, mais qui suivent des cours de français, parce que c'est pas leur langue maternelle. Alors, pour certains, ils sont en France depuis longtemps, pour d'autres, ils sont arrivés là il y a quelques mois. Et donc, ils ont des diplômes qui correspondent à plusieurs niveaux de langue. Certains, avec ce diplôme, peuvent suivre des cours à l'université. D'autres ont le niveau, par exemple, qu'aurait un élève de CM2 qui vient donc de commencer l'anglais. Mais il y a 100, je crois que c'était 150 personnes quasiment, qui ont passé au Mans, à Allonne et à Coulennes ce diplôme cette année. Et on sentait en tout cas une vraie envie, une vraie satisfaction, parfois une fierté de leur part d'avoir à la fois trouvé justement... comme ça une ressource pour progresser, pour s'intégrer dans la société dont ils font partie maintenant, et aussi d'avoir, eux, réussi, franchi ce cap, avoir ce diplôme. Ils avaient leur morceau de papier, ils s'applaudissaient les uns les autres, c'était vraiment très émouvant. C'était vraiment une cérémonie de remise des diplômes, mais au lieu de grands ados qu'on avait, c'était des parents. Allez, on se projette peut-être sur la suite. Il y a eu dans l'actualité, on le disait tout à l'heure avec Alexandre, une confrontation de pas mal de choses au mois de juin. Il y a eu notamment cette élection de Stéphane Le Foll en remplacement de Jean-Claude Boulard. Est-ce que, si on se projette sur la suite de l'actualité, vous allez observer particulièrement comment la mairie va être gérée maintenant? Alors, il a affirmé qu'il allait faire tout ça dans la continuité, ce qui est logique, mais il y a la personnalité à un moment qui arrive. Est-ce que ça va être regardé avec particulièrement d'acuité? Oui, et puis en plus, il y a l'année prochaine, alors effectivement, les élections municipales, c'est qu'en 2020, sauf qu'on sait que les campagnes, ça se lance un an avant. D'ailleurs, le président a dit tous mes ministres qui veulent partir en campagne pour les municipales devront démissionner un an avant. Donc il va y avoir bien sûr ça à suivre, qui va aller contre Stéphane Le Foll.
Sa majorité aussi, comment est-ce qu'elle va se comporter? Parce que oui, il a été élu, mais tous les conseillers municipaux de la majorité sont loin d'avoir voté pour lui. Donc je pense que là aussi, il y aura une vigilance, peut-être même des scissions. On verra ça au cours des sujets qui seront abordés. Hier, effectivement, ça faisait consensus. C'était des sujets sur l'éducation, les fermetures de classes. C'est sur ça qu'a porté sa dernière question à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas non plus de sujets très clivants dans le conseil municipal. Il faudra voir ce qui suit à l'automne et les sujets qui vont arriver. C'est un sujet un conseil un peu politique quand même, non? Vous n'avez pas trouvé avec cette question de la loi Elan sur le logement, les vœux dont vous parlez sur les classes, comme si au niveau municipal, on faisait une sorte d'opposition au gouvernement. Quoi. Politique nationale. Ouais, voilà, parce ça. que Oui, complètement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais bon, ça arrive assez régulièrement dans les conseils municipaux. Pas seulement au Mans d'ailleurs, où il y a des déclarations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va suivre avec attention dans les mois qui viennent, c'est quel choix va faire Stéphane Le Foll. Parce que la continuité, ça marche sur un programme. D'ailleurs, par exemple, s'il y a des promesses de l'équipe municipale au sens large à réaliser, on peut dire oui, on va aussi prendre ça en charge. Mais Stéphane Le Foll, il aura des choix à faire, j'ai envie de dire tout seul. Il y a une équipe, mais en dernier recours, on sait que c'est le maire qui tranche. Sur des décisions qui doivent être prises cette année, l'année prochaine. Par exemple, le prochain PLU du Mans. Donc ça, c'est comment on organise le territoire. Il se trouve, voilà, qui doit être décidé, arrêté avant la fin du mandat. Oui. Ce sera donc un choix de Stéphane Le Foll. Et là, c'est intéressant, parce que c'est là où on met des commerces, c'est là où on met des grands immeubles, c'est là où on garde le pavillonnaire, c'est là où on met des zones commerciales. Comment on aménage la ville, comment on aménage les transports à l'intérieur de la ville. Et c'est vraiment des questions de choix. Et là, c'est un marqueur. C'est déjà fini. Merci à vous d'être venu sur le plateau et c'est la fin de ce Face à la Rédac.